Le 23 007, je pars de Villefranche jusqu'à Oulette, autorisation 917. Ouais, j'allais te le dire. Hein. Fais attention. Allez. Les synonymes d'histoire d'humain, quoi. De lutte, enfin, de l'humain, hein, les joies, les peines, les combats, les victoires, tout ce qui fait la vie, quoi. C'est pas qu'un outil de travail, c'est pas qu'un trait, et voilà. C'est un peu de mon histoire et beaucoup de l'histoire des autres, quoi. C'est ça. L'histoire en fait du train, elle a commencé en 1891. C'est deux mecs. C'est un député et un ingénieur de la compagnie du Midi à l'époque. Ils avaient commencé à se battre déjà en 1891 pour prouver la faisabilité du train, quoi. Et sa vocation économique, quoi. Et en fait, ils ont signé une convention en 1902. Donc déjà, deux se sont battus pendant 11 ans pour donner naissance à ce projet, qui est aux yeux de tout le monde irréalisable, quoi. Ces deux mecs ont été dire à l'État, nous, on va faire un train électrique. Il n'en existait aucun sur le territoire national. C'est-à-dire, on pariait que sur le diesel à l'époque. On va faire une retenue d'eau. Tout le long, on va construire des centrales hydrauliques. C'était pas le pareil de l'époque. Et avec extraction électrique, on va monter des pannes à 6%. Là, je me dis forcément, après, un siècle après, ça explique aussi sûrement l'attachement des gens à ce train. Tu vois, c'était pas anodin au départ, quoi. Voilà, y a pas de, ouais, je trouve qu'il n'y a pas de hasard, quoi. Tout le reste a suivi, quoi. Ça, c'était pareil fou. Des fois, je me dis, attends, d'ailleurs, ils ont mis 10 ans pour signer une convention. Hein, pour faire un tronçon, c'est-à-dire de Villefranche à Montpellier. Mais creuser 13 tunnels, les murs, le moindre mur de soutènement, c'est la pierre taillée. Parce qu'en plus, à l'époque, on ne savait pas faire, on savait faire beau. Et il n'y avait pas tous les problèmes de productivité, de rentabilité. Et donc, c'était beau, quoi. Rien n'a été fait au hasard. Là, le moindre petit pont, le moindre, c'est forcément, architecturalement, c'est beau. Hein, regarde, là, c'est tout de la pierre taillée. En fait, ça retient que de la terre, quoi. Au début du XXe siècle, nous sommes en plein cœur de la Troisième République. Et en plus, à l'apogée de la Troisième République. C'est-à-dire que c'est véritablement une république parlementaire avec des députés qui ont réellement un pouvoir et qui ont des influences et des réseaux d'influence qui leur permettent d'avoir l'argent et le financement. C'est comme cela qu'Emmanuel Brousse, en rapport avec M. Delcassé, qui était à l'époque ministre des Transports, va pouvoir directement intervenir auprès des notables du coin et surtout des notables français pour imposer ce projet. L'État est contesté dans cette région. Il a été contesté à l'époque de la Révolution française, à l'époque du Premier Empire. C'est une région de dissidence. Certains historiens l'ont dit et l'ont montré qu'il était à juste titre.
Et donc l'État doit se faire accepter. Et pour se faire accepter, l'État doit domestiquer en quelque sorte les populations en montrant qu'il est utile. Et il ne peut montrer qu'il est utile que s'il apporte quelques bienfaits. Et ce qui est assez intéressant, qui montre vraiment comment ça se passe au début du siècle, on ne lui demande même pas une question d'argent, on ne budgétise pas. On dit, tu veux le train, eh bien on va te le donner. C'était quand même quelque chose que voulaient les Cerdans quand même depuis le 19e siècle. Ils avaient revendiqué pour la route et ils désiraient le chemin de fer. Et d'ailleurs, à deux reprises, ils élisent des conseillers généraux qui ne sont pas des Cerdans, paradoxalement, mais des gens de Perpignan liés au nouveau pouvoir républicain. Ils ont compris, dans le contexte politique de l'époque, que les gens indépendants étaient des gens proches du pouvoir et que donc il était intéressant de les élire et d'en faire les porte-parole de la région. En 1898, ils élisent Emmanuel Brousse, qui est le fils d'un prote de l'Indépendant, devenu un des actionnaires de ce journal. C'est l'Indépendant qui va faire directement la publicité du train. C'est-à-dire que tous les jours, moi j'ai épluché tous les journaux du début du siècle, qui montrent que tous les jours, il y a un article sur le train. Emmanuel Brousse savait très bien qu'il fallait avoir de bons contacts localement avec la compagnie des chemins de fer du Midi. Et donc, il va se lier d'amitié avec les gens qui comptaient dans cette grande société. La compagnie du Midi, à ce moment-là, a des conceptions un peu particulières parmi les réseaux français. Elle essaye d'effectuer une concentration verticale, c'est-à-dire de contrôler à la fois les sources d'énergie en amont et de contrôler les activités qui sont en aval. Et donc la construction de la ligne de Cerdagne va lui permettre de réaliser à la fois la construction du chemin de fer, la maîtrise de la source d'énergie et ensuite des activités en aval, c'est-à-dire par exemple le tourisme, ce qui la concerne. Ce train, outre le problème électrique, avait des particularismes qui étaient, dans un premier temps, difficiles à maîtriser. C'était le franchissement d'un palier de 1000 mètres d'altitude. Est-ce que c'était vraiment possible de le faire sans crémaillère ? Eh bien, on va tout simplement partir du principe que, justement par rapport au plan du métro de Paris, la stabilité du train était parfaite, complètement parfaite. Et on pouvait, par ce procédé-là, franchir des paliers d'altitude de 1000 mètres et surtout des pentes qui étaient de 6 mètres. Ça passe largement. L'ingénieur Gisclar et ses journées se partagent un peu les tâches. Il y en a un qui dit « je vais faire un projet pont en fer », l'autre en pierre, en granit. Et à partir de là, on considère que ça va être très facile à mettre en œuvre. Il y a un optimisme au début du siècle qui est assez frappant. Pourtant, c'est quand même un projet ambitieux. Et je ne dis pas qu'on part dans l'inconnu, car quand même, c'est la première fois qu'on va construire un train électrique avec un palier d'altitude de 1000 mètres sans crémaillère. Effectivement, les travaux ne commenceront qu'en 1904. Je dirais que ce serait de l'ordre de 10 000 personnes qui ont travaillé directement ou indirectement sur la ligne. C'est une proportion très importante. Et ça concernait en fait essentiellement les populations locales. Le chantier le plus difficile à mettre en œuvre, ça va être le chantier des bouillouses. Et je sais que les ouvriers qui travaillaient sur les bouillouses, les terrassiers, les mineurs par exemple, étaient payés pareil que ceux qui travaillaient proprement dit sur la ligne, par exemple en gare d'Olette. On commençait les chantiers dès que la neige fondait. On est quand même à 2000 mètres d'altitude. Il y a un différentiel de température très important. Pour tailler par exemple des pierres avec les mains gelées, c'était très difficile. Les ouvriers du chantier des bouillouses voulaient une augmentation de salaire conséquente par rapport aux autres ouvriers de la ligne. Et ça a posé des conflits. Bon déjà voilà, alors sa naissance déjà elle est quand même assez particulière dans le contexte. Donc forcément après son histoire, ça ne peut être qu'à coup de passion. Alors des passions pour le maintenir et des passions pour le fermer. C'était des idéaux qui s'affrontaient quoi, avant d'être que des hommes et que c'était forcément passionné. Le débat était passionné. Et quand le débat est toujours passionné, il engendre forcément des luttes à un haut niveau.
Les tout premiers tracts que nous avons sortis, je passais des nuits à taper à la machine les tracts 3 par 3 parce qu'au-delà ça ne marchait pas, les papiers calques ne fonctionnaient pas. Déjà le troisième était, il fallait que je tape fort sur la machine, je tapais avec un doigt à ce moment-là. D'ailleurs depuis j'ai pas beaucoup évolué, mais en tapant avec un doigt et très fort, il fallait toute une nuit pour arriver à taper 150 tracts qui étaient distribués le lendemain. Le comité de défense s'est imposé à la suite d'une décision qui avait été prise par la direction de l'ancienne région Méditerranée qui en novembre 1968 avait décidé de proposer la fermeture de la ligne de Cerdagne. Donc nous, dès que nous avons eu connaissance de ce processus, dès le début de 1969, nous avons créé toutes les conditions pour que l'action se déroule afin de sauver cette ligne qui nous paraissait vitale pour l'économie de la région. Et à partir de là, nous avons entamé des actions d'abord au niveau des cheminots pour les convaincre qu'il y avait un réel danger et donc il fallait se battre pour sauver cette ligne, et ensuite au niveau de la population. D'autres intervenants essayaient de calmer le jeu en disant qu'il n'y avait pas de réel danger sur la ligne de Cerdagne, alors que le processus, lui, suivait son cours. On sentait bien que le danger était là. D'ailleurs, un certain nombre de lignes, une soixantaine de lignes, étaient proposées à la fermeture à cette époque-là, et la plupart sont actuellement fermées. Un premier épisode de la mise à exécution de ces menaces, ça a été la suppression du trafic marchandises, de fret, comme on dit maintenant, en 1974. Et donc ici, il y a eu une grande mobilisation à Villefranche, et je me souviens d'être venu voir ce qui se passait et d'avoir soutenu effectivement cette lutte à ce moment-là. On exploitait des trains mixtes voyageurs-marchandises, et aux trains de voyageurs étaient associés des wagons, et on transportait pratiquement tous les matériaux de construction, tous les différents matériaux, tous les différents besoins que l'on avait en semences, en blé, en pommes de terre, en cônes de pain, de la sécherie domaniale qu'il y a en face, et les animaux qui venaient en estive dans le pays, donc venaient en train, notamment les moutons. Et la gare de Villefranche devient une gare de transbordement de minerais. Il y avait même un système automatique de basculement des wagons transportant les minerais dans la voie étroite. Ils basculaient directement un basculateur automatique vers les wagons en voie normale, ce qui évitait de transborder cette matière première à la pelle. Le fait de connaître par cœur, tu remarques les endroits après, les couleurs, les bruits, tous les changements, quoi. Bon, il y a 20 ans que je fais le trajet, donc... C'est le rêve de 9 garçons sur 10 de conduire un jour le trajet de la région, je crois. Donc voilà, c'est l'un de mes souhaits. Ça s'est réalisé, c'est parfait. Je suis né avec franchement. J'ai toujours côtoyé le train, quoi. Et les cheminots. Donc je suis rentré en 81 en Narbonne, comme contrôleur de train. Et après, j'ai demandé ma mutation. J'ai commencé à participer à tout le combat pour la sauvegarde du train. Et j'ai demandé ma mutation en 86. Mutation qui était liée déjà aux luttes du train et à mon intérêt pour ce train. En 1979, il était inscrit au plan de SNCF de fermeture pure et simple. Moi, à cette époque-là, je commence à rentrer dans le journalisme et je commence tout simplement à suivre ces conflits-là. Je travaillais à l'époque pour un journal local, Travailleurs catalans. Pour eux, je couvrais tous les rassemblements, toutes les manifs, toutes les occupations, tout ce qu'il y a pu y avoir autour de cette lutte.
Les gens que je photographie ne sont pas forcément les cheminots qu'on voit le plus. Ce qu'on voit le plus, c'est les conducteurs, les contrôleurs, bien sûr. Mais je m'attache aussi aux gens qu'on ne voit jamais, aux gens qui sont sur le bord de la voie, qui poussent du ballast avec un râteau au bord de la voie, ceux qui dégèlent les aiguilles à 4 h du matin pour que le train puisse rouler à 6. Les gens qui sont à l'atelier, dont les gestes sont souvent infimes, qui liment un truc, qui soudent 2 morceaux de ferraille. On dirait que c'est pas grand chose, et en fait sans eux le train ne roulerait pas. Et ce qui m'a toujours fasciné dans cette entreprise, la SNCF, je sais pas si ça va durer très longtemps d'ailleurs, mais le gars qui n'est pas en roulant, qui est mécanicien d'entretien ou qui travaille au bord de la voie, il est conscient toujours dans le moindre de ses gestes qu'il concourt à la sécurité des voyageurs et des cheminots, à la régularité du train. Il a une parcelle de travail qui paraît infime dans la chaîne qui fait rouler le train, et il en est pleinement conscient, et il est obsédé par la sécurité, par tout ça. C'est le témoin de ce qu'était le train au début du siècle quand il a été mis en service. Et c'est des rames qu'en sentence. Il y a une espèce de métaphore dans ce train, c'est que c'est quand même le matériel le plus ancien, le plus vieux, le plus vétuste, qui permet au train de rouler quand il y a des grosses chutes de neige, et c'est ce matériel-là qui va dégager les rames plus récentes, y compris celles qui viennent d'être mises en service, dont on ne connaît pas encore le comportement l'hiver, qui n'a pas été testé. Cette rame, elle a tout vu. Elle a vu la création de la ligne, elle a vu l'apogée de la ligne, elle a vu son déclin, elle a vu sa fermeture programmée. Et aujourd'hui, elle voit sa survie un peu compliquée, un peu aléatoire, mais ça survit quand même. J'aime bien cette rame. En France, c'est un matériel unique, quoi. Donc, il n'y a pas réellement de formation pour ce type de matériel. Alors, on se forme en fait, directement ici même, quoi, sur le matériel. À la base, j'étais freiniste, mais je ne connaissais pas du tout ce système de frein. Au niveau du dépôt, autant que ce soit du dépôt, de la voie, tout ça, il y avait 200 personnes pratiquement qui travaillaient ici après-guerre, quoi. Il y avait 200 personnes. Mais tout se faisait sur place même, le bobinage des moteurs, tout était traité sur Villefranche. C'était complètement indépendant. Tu as trouvé quelque chose pour marquer les marche-pieds? Oui. Je voulais des montres, mais je voulais pas tout. Oui. Parce que c'était les jambes, petit stylo jaune. Je suis à l'aménagement intérieur. Je n'en avais jamais fait, bon, je me suis adapté. Hein. Bien souvent, les cheminots, on a su s'adapter à plusieurs reprises. On s'adapte par exemple aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'aménagement intérieur. Filer les coups de main, il faut être un peu polyvalent, c'est le cas de le dire. Des fois on donne la main aux freinistes, aux électriciens rarement, mais aux freinistes assez souvent. Pour la sécurité et l'assurance de qualité, on est obligé de mettre une barre supplémentaire en haut. Les portes ont été changées. Il y avait des portes en fer forgé qui étaient magnifiques. Et ils ont pondu des portes qui sont mises là. Elles sont toutes plates, ça ressemble à rien. Ils auraient pu garder la ferronnerie, la mettre devant la porte, ça aurait été joli, c'était super. C'était vraiment le truc d'époque. Mais bon, il y a des tentes pensantes au-dessus de nous. À partir de 1930 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et à partir de 1950 jusqu'au début des années 70, c'est la période la plus faste pour le train. C'est-à-dire qu'entre 1933 et 1937, ça va être les meilleures années d'un point de vue du chiffre d'exploitation de la ligne de chemin de fer.
On arrive quasiment à l'équilibre, sans faire d'excédent. La ligne ne coûte rien à l'État durant cette période. Et c'est la période donc, qui, d'un point de vue économique, est relativement faste. C'est le redémarrage de l'économie française après la Première Guerre mondiale. C'est aussi la période durant laquelle, enfin, les populations locales vont pouvoir exporter leur production agricole. Et troisièmement, c'est le grand boom du tourisme d'été, qui à partir de 1950 va devenir un tourisme d'hiver. Donc ces trois facteurs mis conjointement expliquent le grand boom de la ligne de chemin de fer. Et évidemment, l'automobile n'est pas développée, donc c'est le moyen principal de locomotion. Il existe encore les diligences, ça coûte beaucoup plus cher la diligence que le train, et c'est beaucoup plus rapide. Donc tout converge à ce que la ligne fonctionne bien. Jusqu'en 80, il y avait la volonté de fermer cette ligne sans que la région intervienne. Et après les conventionnements région-État réels, charges et investissements, ça date de 1984. C'est un plan sur 10 ans, qui était une victoire absolue. Les services publics dépendent tous des régions. Les régions financent toujours maintenant les PTT, donc c'est rentré un peu dans les mœurs. À l'époque, nous, on se refusait à ça. Quoi. Le départ, c'était à la SNCF d'apporter au public les mêmes tarifs et les mêmes possibilités pour que les gens puissent s'acheminer d'un bout à l'autre d'un département. Ça, c'était national. Quoi. Voilà quoi. Donc après, il y a des volontés politiques, c'est sûr. C'est sûr que Jacques Blanc, en 1985, a eu, avec l'accord de la direction régionale, malgré la convention de 84, est revenu sur cette convention un an après, en disant donc finalement, ce qu'on a dit l'an dernier, c'est fini. Et oui, on va privatiser, et oui, on va supprimer les emplois, on va démantibuler toutes les voies. Donc c'est comme ça que ça a commencé. D'ailleurs, démantibuler les voies, changer le système d'exploitation de la ligne, c'est-à-dire ne plus faire du cantonnement par gare, comme ça se fait dans toute la France, mais faire du cantonnement téléphonique avec un seul agent qui va gérer toutes les circulations. Donc ça voulait dire toutes les gares fermées, tous les agents de manœuvre fermés, les points de vente fermés, et de là, démantèlement des voies, vente du patrimoine, puisqu'on a vendu, toutes les gares ont presque vendu, ça a engendré tout ça. Bon, mais bon, ça s'est concrétisé par le démantèlement des voies. Voilà. Donc, ils ont commencé à Aulette, bon, il y a eu une manif, le maire d'Aulette avait pris un arrêté, un cheminot était maire d'Aulette, et pour ne pas permettre aux engins de venir démonter, avait pris un arrêté interdisant la circulation de la route qui descendait à la gare. Chaque lundi, la SNCF organisait un chantier, tantôt à Bormadame, tantôt à Sayagouz, tantôt à Font-Romeu, tantôt à Montlouis ou à Aulette ou à Fontpédrouse. Et nous allions faire échec physiquement au déroulement de ces travaux. Et le 19 novembre 1985, la SNCF programmait des travaux à la gare de Bormadame. Et comme tous les lundis, nous nous sommes rendus à Bormadame très nombreux pour empêcher le déroulement de ces travaux. Et ce que nous ne savions pas, c'est qu'elle avait organisé clandestinement des travaux en gare de Fontpédrouse avec 2 cadres qui surveillaient l'opération, sans aucune condition de sécurité pour le personnel de l'entreprise qui devait réaliser ces travaux. Et pendant que nous étions à Bormadame, les voies étaient sectionnées ici, coupées, tronçonnées, et les aiguillages étaient arrachés. Nous nous en sommes aperçus très tôt. Nous nous sommes déplacés tous ensemble de Bormadame ici. Nous avons mis fin aux travaux, même si la voie était matériellement coupée. Nous avons donc demandé des négociations. Et là, ça a duré plusieurs heures, la discussion avec notre directeur de région. Et nous avons été accusés de séquestration de cadres. Et toute la grande affaire du cheminot de Cerdagne est partie de ce jour-là. La presse s'est fait l'écho. Le 19 novembre. Oui, c'était le 19, puisque c'est le jour où c'était le 20.
ils sont venus arracher les rails sous la protection de la... Non, il n'y avait pas la police, une entreprise privée dirigée par 2 cadres de la SNCF. D'ailleurs, on voit bien le rail enlevé et tout, là, hein, sur la photo. Et donc, on est intervenu, on a fait arrêter les travaux. Et à partir de là, ils nous ont dit qu'on avait séquestré des cadres, enfin, tout un tremblement, quoi. Et donc, là, ils ont commencé à nous sanctionner derrière. Je suis arrivé ici en 1969 dans ce village et le maire était déjà un cheminot qui travaillait aux usines hydroélectriques. Et il m'a proposé de lui succéder, je n'avais que 22 ans. Et donc j'ai été maire de Fontpédrouse presque aussitôt après mon arrivée ici et cheminot puisque j'étais chef de gare ici. D'ailleurs la plupart des cheminots de cette ligne étaient élus dans les mairies de toute la ligne du train jaune. Quand nous sommes arrivés, les rails étaient tronçonnés, comme ça, et arrachés. Donc la ligne était effectivement coupée. Alors, il y avait pas mal d'habitants du village qui étaient là avec nous et qui sont restés toute la journée dans la gare avec nous. Nous demandions aux cadres de partir, parce que leur rôle n'était vraiment pas déterminant. Nous savions que ce n'était pas avec eux qu'il fallait discuter. Donc nous leur demandions de partir, mais ce que nous ne savions pas à ce moment-là, c'est qu'ils avaient ordre de rester et de se déclarer séquestrés. Il faisait un temps assez frais, il faisait moins 10 peut-être, et même l'un d'eux a invoqué une maladie due au froid et a obtenu quelques journées d'arrêt de travail pour aggraver un petit peu notre cas. Mais il n'était pas très malade, nous l'avons rencontré le lendemain à la gare de Perpignan. Il avait l'air plutôt en bonne santé. Il est de d'où l'histoire est partie, séquestration conseil de discipline. Là j'étais, conseil de discipline, 3 représentants de la direction, 3 représentants syndicaux, un représentant syndical, CFDT qui vote avec la direction. Donc tombe pour les 12, 6 jours de mise à pied. La direction révise, puisque le règlement lui permet, son jugement, alors 2 révocations, et augmente pour certains. Et alors ce qui était visible, et ce qui nous a permis quand même de dénoncer tout ça, c'est qu'en fait elle avait pris par responsabilité. C'est-à-dire il y avait Serge qui était au CE, il avait révocation, l'autre était secrétaire de, je me souviens plus, au Parti communiste et puis à la CGT, donc lui il avait pris 2 révocations. Le secrétaire du syndicat il avait pris, je sais plus, 12 jours de mise à pied, je crois en fait. Mais c'était tout différent. Jusqu'à Roland Monès, qui à l'époque était secrétaire régional du Parti communiste, qui lui y était pas, et qui avait pris, je crois, 10 jours de mise à pied. C'est vrai que moi, quand je suis allé au Prud'homme, on était 3000 manifestants, j'ai vu des gens à la barre au Prud'homme demander à être sanctionnés, c'est-à-dire dire moi j'étais, puisque c'était surtout des gars de Béziers qui étaient venus, justement parce qu'on essayait de se soulager les uns les autres, moi j'étais et j'ai pas été sanctionné, quoi. Par contre, j'en ai vu arriver là-bas en disant, ben, moi j'y étais pas et j'ai été sanctionné. Là, il y a eu la grosse bataille pendant 8 ans, ça a duré, ouais, sur toutes les sanctions, quoi. Et il y a eu un rapport de force, la population aussi était dans le coup, enfin, c'était au mois de février. Au mois de février 86, il y avait plus de 3000 manifestants devant la direction régionale. Le conseil de discipline a voté les révocations à 17 h, le soir à 20 h. Toute la région Languedoc-Roussillon était en grève. Et la grève s'est étendue dans la nuit à Marseille, Toulouse, jusqu'à Brive et Bordeaux. Et le lendemain soir, il y avait tout le sud de la France qui était en grève, quoi, parce que tout le monde était dans le coup, tout le monde était informé de ce qui se passait. Et c'était intolérable, quoi.
était obligé de reculer sur les révocations. Mais on a été sanctionnés. Donc tous les deux, nous, on a été déplacés en Lozère, loin de notre famille. Par raison disciplinaire. Pour raison disciplinaire. Et puis les autres camarades, eux, ils ont eu des jours de mise à pied, jusqu'à 6 jours de mise à pied. Avec surtout le dernier avertissement. On avait tous un dernier avertissement, c'est-à-dire que si on bougeait, on était foutu dehors de la SNCF. Quoi. Le sentiment de peur, il a existé chez tout le monde. Il a existé parce que, vous savez, quand on se retrouve après 15 ans, 20 ans de service et qu'on risque la révocation, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la rue comme si jamais on n'avait travaillé. C'est-à-dire que tous les versements que vous avez faits aux caisses de retraite, aux caisses de maladie, ça n'existe plus. Vous reprenez votre travail après 20 ans de service ou 25 ans à zéro. C'est quand même quelque chose de très grave. J'ai une pile de convocations au tribunal qui est énorme. J'avais dit qu'avec toutes ces convocations, on pouvait tapisser 3 murs de ma chambre. On est arrivé à la sortie en cassation, où la SNCF a été condamnée, mais uniquement aux francs symboliques, je veux dire. Mais pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir gagné la lutte, parce qu'on a gagné la lutte. C'était pas d'attaquer les hommes, y compris ceux qu'on avait en face, c'était que la SNCF soit déboutée et qu'on gagne notre procès, même au bout de 7 ans. Et on fait la fête, voilà, le 18 septembre 1993, quand ils nous ont réintégré à notre poste. Voilà. Et donc là, on a sorti un appel. On a fait un train aller-retour Fontpédrouse, il y avait du monde quand même pour fêter la victoire. J'ai d'autres photos, là, t'en as pas dans les photos de... Les événements de 85 ont eu deux effets, c'est-à-dire l'effet néfaste, c'est que quand même, ça a cristallisé les luttes. Et on n'en parlait plus que de ça. Pas forcément du train jaune et des vrais problèmes. Mais l'effet bénéfique, c'est qu'à partir de 86, ça a mobilisé nationalement. C'est là que ça. Quand les cheminots ont été tenaces, ont continué la lutte après 85, après les révocations, là, ça a dit aux cheminots, attention, quand vous allez lutter pour des emplois, pour un dépôt, ça peut arriver. C'est bon. Voilà, c'est 1. Tu le baisses. Est-ce qu'on va le filmer un peu. Après, ici, au niveau des voyageurs, c'est le double du tarif. Donc là encore, on s'est battu pour ça, quoi. Enfin, on s'est pas battu que pour... C'était plus les conditions de travail, quoi. En fait, c'était pour le train jaune, quoi. C'était pas une lutte égoïste, quoi. C'était vraiment l'outil qu'on débattait. On a mené une action, là, en baptisant TGV. Ça veut dire pour nous tarif général voyageurs et non pas le train, le TGV. Il y avait plus de 2000 voyageurs transportés gratuitement. On avait eu même des échos de la presse nationale, hein, par exemple là. Hein. Ça c'est l'Humanité qui avait été titré Les casseurs du rail rit jaune. C'était super. Et voilà, c'est ça. Le prix du billet était prévu à l'augmentation suivant les tronçons de 60 à 140%. Alors nous, on n'était pas d'accord, évidemment, mais c'était une façon comme l'autre de foutre les gens dehors pour qu'ils ne prennent pas le train. On a obtenu ça. La carte de résident qui existe encore. Hein. Ils n'avaient pas eu cette action à l'époque, mais
qui payerait le double. C'est simple, hein, c'est abominable. Parce qu'il faut dire que le train jaune, c'est quand même le train le plus cher de France. Hein. C'est pas mal. Pas mal. Qu'encore aujourd'hui, on mobiliserait les gens s'il y avait une tentative de privatisation, une tentative... Les gens, depuis ces luttes-là, le surveillent. Gratuit jusque là. Et bien on va rester un quart d'heure là. Pardon? On va rester un quart d'heure. Hein. Les Oui. parcs de 2 milliards. Putain, mais euros aussi, ils sont partis avant ça. Ah, sortir un piège à con, ces horaires. Ah ouais, on a des horaires, tiens, on reste un quart d'heure dans les gares. Là, ouais, on va croiser. Mais dans un moment là. Ciao. Prendre des gens en otage, c'est pas issu des gens, quoi. C'est la direction qui avait lancé, avec Juppé d'ailleurs, qui avait lancé ce slogan en 95, quoi. Et depuis chaque grève, on prend les gens en otage. Mais c'est un slogan politique. C'est un slogan qui vient pas de la société. C'est un slogan qui vient des politiques, quoi. Voilà, comme beaucoup de slogans. Mais bon, les gens ils se sont pris en otage tout autant qu'on les a pris en otage, quoi. Et celui qui les prend en otage, c'est pas que celui qui fait grève, c'est bien celui qui n'aura pas dit qu'il y avait grève, quoi. Et qui n'a aucun intérêt à leur expliquer pourquoi, en plus. Donc je pense qu'il faut revoir la copie, quoi. Et on verra si un gouvernement le fera. Au lieu de supprimer le regret, on verra s'il dit non, plutôt on va essayer d'informer les gens, quoi. Mais bon, il y a une volonté, quoi. Voilà. Je les aurais débouchés, hein, ça y est. Mon père étant cheminot, j'ai toujours connu ça à la maison, quoi. Donc moi je suis rentré serein à la SNCF, quoi. Je passais la pratique le vendredi, quoi. Et le mardi ou le mercredi, j'étais dans les bureaux de Balmès. Celui qui m'avait passé l'examen le vendredi, j'étais dans son bureau avec tout le monde pour faire grève, quoi. Il s'est croisé, il m'a regardé, je lui ai dit ouais, on s'est vu la semaine dernière. Ouais. Donc c'était... Le syndicalisme, je crois que c'est une passion, moi. Je sais pas comment tu fais pas un syndicaliste avec seulement une carte et une formation et des discours, quoi. Voilà. C'est une erreur de croire ça. Tu ne le fais qu'avec la passion, quoi. Ça explique que d'ailleurs les grandes luttes se sont faites contre les appareils, hein, quelquefois. Tout est à nous. Ce truc, les jeux d'autres départements. Et ma mère était chef de gare à Océja quand je suis né, quasiment, ou un an après. Donc en fait, on a habité 13 ans en gare à Océja, donc j'ai toujours vécu à la gare à Océja. J'ai commencé par vendre des billets saisonniers l'été pour gagner un peu de sous. Et puis je suis rentré conducteur un peu par hasard. C'est vrai que conducteur, c'est toujours un rêve de petit, hein. En plus, j'avais la possibilité d'être rentré au pays. Jusqu'à maintenant, en faisant la vitesse normale des Z100, on arrivait à gagner sur le temps de parcours à descendre en moins de 2 heures. Ce qui était vachement intéressant au niveau service public, parce que tu arrivais à concurrencer les voitures, quoi. Et le bus amplement. Maintenant, le problème, c'est qu'on va rouler moins vite et avec le nouveau matos et avec l'ancien. Donc ça va nous faire perdre du temps. Alors les mecs qui sont venus faire les essais la semaine dernière, ils te disent ouais, mais on perd que 3 minutes. Le problème, c'est que tu perds 3 minutes, mais c'était du matériel où tu étais censé en gagner. Dans les années 80, quand ils ont refait le matériel, on avait perdu plus de 20 minutes sur le temps de parcours total par rapport à 1930.
Ouais, voilà. Tu vois? Bon, alors moi ce que je veux dire au travers de cet exemple et de celui que tu cites, c'est ça. C'est que des choses comme ça, moi il me semble qu'aujourd'hui, tu vois, il faut le dire publiquement, quoi. Plus tu vas dire les choses publiquement, plus il y en a qui vont se sentir morveux. Ou en tout cas ça va les obliger à répondre. Et donc ça va... Tu ouvres le débat. Et tu ouvres un débat. Et à partir du moment où tu ouvres un débat, il est contradictoire, mais toi tu peux avancer tes billes. Alors on s'oriente vers un train touristique. C'est clair. Prendre du C'est temps, ça, voilà. c'est pas grave. Alors Ouais. le problème c'est qu'il faudrait voir les élus. On a quand même, on n'est plus du tout dans le service public. Si maintenant tu mets 3 heures pour monter à la tour au lieu des 2h30 qu'on mettait, alors qu'on aurait pu descendre en moins de 2 heures, c'est n'importe quoi. On y va. Anem. A casa, no? Anem a Font Romeu, Romeu? Sí. Anem. Barcelona não, né? No. Du. Ciao, hasta la vista. Ciao. Chef de ligne, j'écoute. Chef de ligne à mécanicien 23 061, pouvez partir de Fontpédrouse jusqu'à Mont-Louis. Autorisation numéro 239, 239. Il n'y avait que les cheminots qui parlaient de service public, d'unicité, d'égalité devant le transport et ainsi de suite, quoi. Eux, ils s'en étaient éloignés. Et je dirais presque qu'ils y sont arrivés, quoi. Parce que dans la tête de la plupart des cheminots, des jeunes, je parle, c'est un train touristique. Ça, c'est une idée qui est rentrée. Elle a mis 20 ans, mais elle est rentrée dans l'esprit des gens. Mais pourquoi ils font ce train, il n'y a personne dedans? Non mais attends, il n'existe pas, parce qu'il y a quelqu'un qui peut le prendre. Le gros du service public, c'est justement de mettre à disposition un service et pas de se dire qu'il y aura du monde ou il n'y en aura pas. C'est pas un restaurant, c'est un service public. Et ça, ils l'ont. C'est rentré quoi, quand même. Mais je pense qu'à la finalité, ils sont arrivés quoi. Mais ils ont mis 20 ans pour y arriver. Voilà. Et au final, quand même, les gares sont fermées, on a des contractuels dans les gares. Il y a déjà beaucoup de l'extérieur ou en déplacement, donc ils ne sont même pas sur le site. Donc là, ils sont arrivés. C'est une profonde vexation par rapport à notre activité militante, pour avoir défendu la ligne, de voir ces points de vente se fermer, ce contact avec le public disparaître. C'est quelque chose qui est assez vexant, même, je dirais même plus. On voit disparaître ces points de vente, on sent qu'on n'a plus envie de satisfaire le public. Et ça, c'est un des reproches que je fais donc, au gestionnaire de la ligne, la SNCF, qui fait disparaître ces points de contact et qui, au lieu d'améliorer sa rentabilité, je pense, la dégrade. Il y a eu deux phases. La phase pendant laquelle on s'est battu, où notre crainte c'était effectivement qu'ils ne renouvellent pas le matériel. Et le train jaune, même si on menait des luttes pour conserver les gares, etc., pouvait mourir de sa belle mort, parce qu'il n'y avait plus les moyens de l'entretenir. Et compte tenu des luttes qui ont été faites, on a obtenu une modernisation. Et là, cet aspect des choses, on semble maintenant avoir pérennisé quelque chose.
Le problème, c'est qu'est-ce que ça va devenir? Parce que notre lutte, c'était aussi le maintien dans le cadre du service public. Et aujourd'hui, quand on voit les orientations, y compris européennes, et les dictats qui se font au niveau des gouvernements par rapport au service public, avec cette pression qu'il y a, privatisation, etc., on peut se poser la question, le plus grand danger qui menace aujourd'hui, je crois que c'est effectivement soit une utilisation uniquement touristique de ce train jaune, c'est-à-dire on bannit la notion de service public, soit carrément, au bout du compte, une privatisation. Il est inutilisé pour le transport scolaire parce que, de manière, certains disent sciemment réfléchie, d'autres disent de manière maladroitement adaptée, les horaires ne correspondent pas aux correspondances pour le lycée de Prades, par exemple, pour faire descendre les lycéens des Hauts-Cantons. On pourrait peut-être essayer de faire des horaires différents pour, ne serait-ce que l'hiver, pouvoir amener les gens de Perpignan sur les pistes de ski. Là, pour l'instant, on a une offre qui est pas du tout adaptée à cette spécificité de la région. On a proposé des changements d'horaire afin de s'adapter, mais c'est très difficile à faire bouger la machine SNCF, quoi. Bientôt on va voir les skieurs là. Après on change de population. Sinon, alors ce qui est bien très jeune, c'est pas que c'est pas un corail. Alors on change de population. Alors en juillet on a beaucoup d'enfants, c'est les promènes d'enfants. En juillet tu as plutôt les instituts, certaines personnes en congé nationalement. En août il y a le monde ouvrier. Parce que beaucoup d'usines ferment au mois d'août. En septembre c'est le troisième âge, qui sort avant l'hiver. Après ils vont passer l'hiver. Là on a les Barcelonais. Voilà, jusqu'à Noël, on a beaucoup de Barcelonais. Parce qu'il y a beaucoup de Barcelonais qui viennent skier. Là. Je trouve ça bien pour taper l'habitude. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis les bruits. C'est marrant, il y a pas, je dis toujours aux jeunes, là, il n'y a pas que le paysage, il y a les bruits. Tu vois, là, c'est déjà pas le même bruit que quand la vallée est plus large. Les tournants, c'est pas les mêmes. Et des fois, ça m'arrive quand je suis seul, là, tu fermes les yeux, tu essayes de deviner où tu te trouves. Alors tu sens les courbes, selon comment, au niveau de la traction, au niveau de... C'est vraiment très très particulier comme train, quoi. Ailleurs, tu ne tiens pas ça compte. Mais il y a des générations entières qui ont pris le train jaune. Moi je l'ai pris bébé. Parce qu'en fait quand j'étais bébé, mes parents ils avaient un resto, alors entre midi et deux, il y avait du monde, ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi. Alors elle m'a emmené à la gare, le gars de la gare me gardait avec les flèches, il me mettait dans un train, le contrôleur me prenait, bébé, me prenait, et au croisement à Fontpédrouse au Montlouis, il me mettait à l'autre, qui me redescendait. J'avais 1 an. Non, je pense quand même tu as toujours l'œil dessus, quoi. Après, tu peux pas renier toute ta vie, quoi. Tu peux pas dire j'ai été ça, et puis maintenant, je fais tous les merdes. C'est impossible. Impossible. Je pense pas que tu puisses dire je m'en vais en train, clac, c'est fini, ben voilà, quoi. Cassouli, là, qui est conseiller général, il a encore pris le train il y a 1 semaine, hein, avec sa petite fille. Je pense que si je me suis réalisé dans la vie à travers ça, quoi. Je pense que c'est ça. Il y a des choses
qu'on porte en soi, qu'on ne connaît pas certainement. Et puis là, cette confrontation a été extraordinaire, quoi. Et je pense que je me suis réalisé. J'étais quelqu'un de très timide, et puis là, j'ai trouvé toute ma plénitude à travers ce combat, quoi. Bon, c'est peut-être particulier aux luttes qui se sont développées ici, mais je veux dire, moi j'ai eu l'impression d'avoir vécu à 100 à l'heure toute ma vie. C'est-à-dire, il y avait toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose. Et c'est assez extraordinaire, quoi. Et avoir quand même l'impression de construire quelque chose, quoi. Enfin, moi, personnellement, si je me retourne en arrière sur mon passé, j'ai aucun regret. J'ai l'impression d'avoir construit quelque chose, d'avoir en même temps participé, laissé des choses, quoi. Voilà. Et ça, c'est fabuleux. Là, maintenant qu'on est à la retraite, ça permet un peu de prendre un peu de recul, parce qu'on ne vit pas sur le même rythme qu'auparavant. Mais c'est vrai que ça a été extraordinaire. On voit un peu. Là, voilà, là où on le voit le mieux, c'est là. Voilà. Ils sont devenus les emblèmes de la lutte parce que c'était les plus ambitionnés et qu'ils se sont mis en avant et forcément, quoi. Et qu'ils avaient des responsabilités politiques et syndicales, quoi. C'était vraiment toucher du doigt la discrimination, quoi, à travers tous les deux, quoi. Bon, même malgré eux, de toute façon, oui, forcément, ils sont les symboles de cette lutte-là, quoi. C'est sûr. Ils ont mis les pavots. Hein? Ils ont mis les pavots. On va voir s'il y a des gens de faire ça. On s'est toujours senti porteur de cette notion de service public, de quelque chose qui nous appartient. Et plus particulièrement, effectivement, sur le train jaune. La voiture. Klaxonne, klaxonne. C'était un conflit à un moment politique. C'était un conflit sur la manière de vivre les choix de société. Et les gens disaient le train jaune n'est pas rentable, on le sait, on s'en fout. La question, c'est pas qu'il soit rentable, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'il est utile, qu'il faut le développer. Et là, c'est des choses qui se sont réglées avec des cheminots, des non-cheminots, des élus, des associations d'usagers. Et je crois que c'est certainement pas le seul endroit, hein. On ne peut pas être aussi catégorique, mais c'est quand même la caractéristique principale de cette lutte. Allez, le 23 015 va partir de Bourg-Madame jusqu'à la Tour de Carole, en Vetch, terminus de son train, avec le numéro d'autorisation 191 119 Konbolgis. Nina, Konbolgis. Allez, Nem. Allez, au revoir. Au revoir. Fujim. Oula, oui, c'est un fort, hein. D'un grand 8, jeune, je t'aime. Oh, il n'y a pas grand monde, hein, t'as vu? Oh, regarde ça. La chenille, hein. La chenille. Le grand 8 des petits. Oh. C'est pas moi, c'est la moi. On aime tellement ça. Être bousculé, avoir du bruit, les oreilles bouchées, et mal au crâne et au dos, qu'on se dit non, non. Que du bonheur. Que du bonheur. Vous l'avez dit quand on était je me régale. que du bonheur. Que du bonheur. Enfin bon, ils me l'ont pas dit. Hein. Ouais, mais moi ils ont essayé, mais là, ah, moi non, pas du tout. Même le gars, je sais pas si c'est parce que c'était la première fois, mais quand je suis rentré, il m'a dit, vous savez, c'est un métier difficile. Hein, Qu'à un moment donné, je me suis dit, mais il veut pas m'embaucher ou quoi, hein. Non, mais je t'assure, j'ai eu un doute. Hein. Voilà où j'avais rigolé, c'est les tests psycho. Ah, les tests psycho, hein. Je suis resté 2 ans. Les questions, vous n'êtes pas assis, aimez-vous travailler la nuit, mais oui. Appréciez-vous les horaires décalés, moi. Ils aimaient les horaires décalés, je l'avais regardé, j'avais dit, j'adore ça. Alors comment tu t'y prépares à ces tests? Eh oui, tout le monde. Après tu sors, tu te... Et le contact aussi, m'avait avec le public, alors ça... Alors tu parles, mais pareil, dans un resto, alors on dit, je suis habitué. Au niveau du sommeil aussi, il m'avait demandé, moi. Ah ouais. Comment tu faisais les nuits? Est-ce que ça vous dérange de travailler la nuit?
Non, tu penses, c'était ma deuxième demande d'emploi. De réponse. J'adore ça, pardon. C'est mon truc, ça a toujours été mon truc. C'est des questions de type. Et bon, c'est évident que tu vas pas répondre non. Vous aimez partir de chez vous? Non. Et les nuits, et les repas à table, à moi, à midi je suis à table. Et alors vous m'embauchez.